Dans l'éclat matinal d'un ciel clair, alors que le soleil perçait à travers les hublots d'un Airbus A320 d'Air France, le capitaine Amélie Dubois, en uniforme militaire impeccablement repassé, monta à bord du vol AFC 532 de Lyon à Paris. À 34 ans, cette femme noire, officier décoré de l'armée de terre française, se dirigeait vers l'Élysée pour recevoir la Légion d'honneur, une distinction rare pour son courage exceptionnel lors d'une mission d'évacuation en Afrique de l'Ouest, où elle avait sauvé 43 civils sous le feu ennemi. Chaque pli de son uniforme, chaque médaille polie avec soin, chaque insigne parfaitement aligné, témoignait de 14 années de discipline et de détermination face à un monde qui, trop souvent, la jugeait avant de la connaître. Mais ce jour-là, alors qu'elle s'installait dans son siège en première classe, un privilège accordé par l'état-major pour son arrivée impeccable à Paris, un incident allait transformer ce voyage en un combat inattendu pour sa dignité. À peine assise, une tasse de café brûlant, renversée par une hôtesse de l'air aux lèvres pincées, inonda son uniforme, tandis qu'un murmure venimeux s'échappa dans un souffle. « Votre genre appartient en classe éco. » Les passagers autour d'elle retinrent leur souffle, certains choqués, d'autres détournant le regard, mais Amélie, forgée par des années de résilience, sentit une colère froide monter en elle. Ce n'était pas seulement une tache sur son uniforme, c'était une atteinte à tout ce qu'elle représentait. Amélie Dubois avait grandi dans les quartiers populaires de Marseille, élevée par une mère célibataire, Claire Dubois, professeure de mathématiques dans une école publique sous-financée. Claire lui avait inculqué deux principes fondamentaux. L'excellence était non négociable et la dignité était un droit inaliénable. Ces valeurs avaient porté Amélie à travers l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où elle avait brillé parmi les 5% meilleurs de sa promotion et à travers 3 déploiements en zone de guerre, où elle avait prouvé sa valeur sous des pressions inimaginables. Chaque médaille sur sa poitrine, 2 croix de la valeur militaire, une médaille d'outre-mer, racontait une histoire de sacrifice et de triomphe sur les préjugés. Ce vol, censé être un moment de fierté avant la cérémonie à l'Élysée, devait incarner une reconnaissance rare, un instant où ses efforts seraient enfin incontestés. Pourtant, dès qu'elle posa le pied dans la cabine de première classe, elle sentit les regards pesants des autres passagers, majoritairement des hommes d'affaires blancs en costume sur mesure, dont certains ne cachaient pas leur surprise ou leur mécontentement de la voir là. Un homme d'une 50aine d'années, cravate en soie et montre ostentatoire, soupira bruyamment lorsqu'elle passa devant lui pour rejoindre son siège, 3A, près du hublot. Une femme murmura quelque chose à son compagnon, qui réprima un rire derrière sa main. Amélie, habituée à ces micro-agressions, prit une profonde inspiration et s'installa, déterminée à ne pas laisser ses regards ternir son moment. L'hôtesse de l'air, Claire Martin, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux blonds soigneusement coiffés et au visage marqué par des années de service, s'approcha avec une démarche raide. « Votre billet, s'il vous plaît », exigea-t-elle d'un ton sec, bien qu'Amélie ait déjà scanné son boarding pass à l'entrée. Sans un mot, Amélie tendit son billet, que Claire examina avec une minutie exagérée, le retournant comme si elle cherchait une erreur. « Première classe ?» demanda-t-elle, son ton suggérant que cela était improbable. « Oui, » répondit Amélie calmement. « Siège 3A. » Les lèvres de Claire se pincèrent, et elle rendit le billet avec une réticence visible, le tenant du bout des doigts comme s'il était contaminé. « Très bien, » marmonna-t-elle avant de s'éloigner. Amélie observa Claire interagir avec les autres passagers. Un sourire chaleureux pour l'homme d'affaires en costume, une plaisanterie légère avec un couple de retraités, Monsieur et Madame Lefebvre, à qui elle demanda avec sollicitude s'ils souhaitaient un verre avant le décollage. Mais lorsqu'elle revint vers la rangée d'Amélie, son visage se ferma, son regard évita le contact, et elle se contenta de marmonner un « ceinture de sécurité » avant de passer sans offrir de boisson. Amélie, habituée à ce genre de traitement, les regards qui la reléguaient à un rôle subalterne, les questions sur sa légitimité comme officier, choisit de ne pas réagir. Avec la cérémonie à l'Élysée à l'horizon, ce n'était pas le moment de s'attarder sur des affronts mesquins. Elle se concentra sur son discours, répété des dizaines de fois devant le miroir de son hôtel à Lyon, jusqu'à ce que chaque mot coule avec aisance. Mais la soif la gagna,
amplifié par l'air sec de l'aéroport. Notant que le service de boisson continuait pour d'autres passagers, elle appuya sur le bouton d'appel. Claire Martin réapparut presque instantanément, comme si elle guettait l'occasion. « Un problème ?» demanda-t-elle assez fort pour attirer l'attention des passagers voisins, son ton insinuant qu'Amélie causait un désagrément. « Aucun problème, » répondit Amélie avec la retenue militaire qui lui était naturelle. « Je voudrais un café, s'il vous plaît. Noir, sans sucre. » Claire plissa les yeux, un rictus à peine perceptible au coin des lèvres. « Nous sommes sur le point de fermer la cabine pour le décollage, » dit-elle, bien qu'une autre hôtesse servit encore des boissons 2 rangées plus loin. « Il semble y avoir du temps, » observa Amélie, son ton ferme mais poli. « Très bien, » lâcha Claire avant de s'éloigner. Amélie tourna son regard vers le hublot, inspirant profondément pour garder son calme. Ce n'était qu'une petite contrariété, se dit-elle, rien qui vaille la peine de perturber cette journée cruciale. Mais lorsque Claire revint, portant une tasse fumante sans soucoupe ni serviette, un frisson d'appréhension traversa Amélie. Plus tard, les témoignages divergeraient. Certains diraient que la tasse avait glissé par accident, d'autres affirmeraient que le geste était calculé. Quoi qu'il en soit, alors que Claire tendait la tasse, celle-ci s'inclina brusquement et un flot de café brûlant se déversa sur l'uniforme d'Amélie, trempant sa veste, sa chemise et son pantalon. La chaleur mordit sa peau, et elle retint un cri de douleur, sa discipline militaire prenant le dessus. « Oh, quelle maladresse !» s'exclama Claire avec une surprise théâtrale, son ton démentant la lueur de satisfaction dans ses yeux. Les passagers autour retinrent leur souffle. Monsieur Lefebvre, un retraité aux cheveux argentés, se redressa dans son siège, choqué, tandis que sa femme, Madame Lefebvre, murmurait « Ce n'était pas un accident ». À quelques sièges de là, un jeune homme, Julien Moreau, journaliste indépendant en route pour un reportage à Paris, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer. « Laissez-moi vous aider », dit Claire, saisissant une serviette en papier qu'elle tapota inutilement sur l'uniforme trempé d'Amélie. Puis, se penchant vers elle, elle murmura, assez bas pour que seuls ceux très proches puissent entendre. « Votre genre appartient en classe écho. » Les mots, acides et venimeux, frappèrent Amélie comme une gifle. La douleur physique du café brûlant s'estompa face à l'humiliation cuisante de cette insulte raciste. Pendant un instant, le monde sembla se figer. Amélie resta immobile, le café dégoulinant sur ses médailles, formant une tache sombre qui souillait l'uniforme qu'elle avait porté avec tant de fierté. Claire, jouant la comédie de l'inquiétude, déclara à voix haute pour les autres passagers. « Ces choses arrivent, je suis sûre que votre uniforme sera nettoyé sans problème. » Mais Amélie, formée à garder son sang-froid dans les situations les plus extrêmes, analysa la situation avec une clarté froide. Ses années dans l'armée lui avaient appris à évaluer, contrôler ses émotions et agir stratégiquement. La tache sur son uniforme n'était pas seulement une attaque personnelle, c'était une insulte à tout ce qu'elle représentait. Une femme noire qui avait défié les stéréotypes pour atteindre l'excellence. « Je veux votre numéro d'identification et votre nom complet, » dit Amélie, sa voix calme mais inflexible, malgré l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. Claire, dont l'expression de fausse sollicitude s'effaça instantanément, répondit avec indignation. « Pardon ? Votre numéro d'identification et votre nom complet, » répéta Amélie, « pour mon signalement à votre employeur. » Julien, toujours en train de filmer discrètement, zooma sur l'échange, conscient qu'il capturait un moment décisif. À cet instant, une jeune femme en uniforme de l'armée de l'air, Aïssa Koné, assise dans la classe économique mais ayant aperçu l'incident en passant, revint vers la première classe. « J'ai tout vu », dit-elle à voix haute, attirant l'attention. Cette hôtesse a fait exprès, et ce qu'elle a dit était inacceptable. Aïssa, d'origine malienne, portait le même poids de représentation qu'Amélie. Chaque action d'un militaire noir était scrutée, jugée comme un reflet de tous les autres. Claire, visiblement déstabilisée par l'intervention d'Aïssa, haussa le ton. « Vous êtes agressive. J'ai déjà présenté mes excuses pour un accident, et maintenant vous faites une scène. » Deux autres hôtesses, alertées par le bruit, s'approchèrent. L'une d'elles, un homme nommé Étienne, au physique athlétique et à l'air autoritaire, intervint sans chercher à comprendre. « Madame,
Nous devons maintenir le calme pendant l'embarquement. Si vous avez un problème, vous pouvez le signaler au service client après le vol. La troisième hôtesse, une jeune femme prénommée Camille, sembla hésiter, son regard passant de l'uniforme taché d'Amélie à l'expression triomphante de Claire. Amélie prit une nouvelle inspiration, sa voix restant ferme. « J'ai été agressée avec du café brûlant, accompagné d'un commentaire raciste. J'exige l'identification de cette hôtesse, comme c'est mon droit en tant que passagère. » Claire, jouant l'offensée, s'exclama « Raciste? En 23 ans de carrière, je n'ai jamais été accusée de telles horreurs. Elle invente tout ça à cause d'un accident. » La tension dans la cabine monta d'un cran. Le commandant de bord, Pierre Lambert, un ancien pilote militaire à l'allure imposante, émergea du cockpit, ajustant sa cravate avec irritation. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, son ton trahissant son impatience. Claire se tourna immédiatement vers lui, des larmes feintes brillant dans ses yeux. « Cette passagère fait des accusations scandaleuses après un simple accident, commandant. Elle menace de perturber le vol. » Lambert, jetant un coup d'œil à l'uniforme trempé d'Amélie, sembla à peine contenir son agacement. « Capitaine Dubois, c'est ça ?» dit-il, son ton dédaigneux. « Je me fiche de votre grade. Vous causez un retard à notre départ. Soit vous vous calmez et acceptez les excuses de l'hôtesse, soit je vous fais descendre de cet avion. » La cabine de première classe devint silencieuse. Julien continua de filmer, son instinct de journaliste lui disant que cet échange allait bien au-delà d'une simple dispute. Madame Lefebvre, la retraitée assise de l'autre côté de l'allée, murmura à son mari. « J'ai entendu ce qu'elle a dit. Ce n'était pas un accident. » Monsieur Lefebvre, un ancien employé de la SNCF, hocha la tête, indigné. « C'est une honte, traiter une officière comme ça. » Amélie, luttant pour maintenir sa composure, répondit à Lambert. « Monsieur, votre hôtesse m'a délibérément versé du café brûlant dessus et a fait un commentaire raciste. J'exerce mon droit de passagère à signaler cet incident. » Lambert leva une main pour imposer le silence. « Dernier avertissement. L'incident est clos. Nous préparons le décollage. Toute perturbation supplémentaire. Et vous serez débarqué, capitaine Dubois. » L'emphase qu'il mit sur son grade était teintée de moquerie, un coup supplémentaire à l'orgueil d'Amélie. À cet instant, Amélie sentit un poids familier s'abattre sur elle. La réalisation que, une fois de plus, le système se rangeait contre elle. Sa journée, si soigneusement planifiée, menaçait de s'effondrer. La cérémonie à l'Élysée, un moment qui devait consacrer sa carrière, semblait soudain en péril. Tout cela parce qu'elle avait osé demander un café tout en étant noire en première classe. Ses pensées dérivèrent vers des souvenirs douloureux. Le commandant qui l'avait écartée pour des promotions, jusqu'à ce qu'un conseil d'évaluation intervienne, les murmures de collègues suggérant qu'elle n'avait progressé que grâce à des quotas, les fois où on l'avait prise pour une assistante plutôt qu'une officière de combat. Chaque fois, elle avait persévéré, naviguant avec prudence dans un système biaisé. Mais ce moment-ci était différent. Les enjeux étaient plus grands et l'injustice se déroulait sous les yeux de dizaines de témoins. « Compris », dit-elle finalement, non pas en signe de reddition, mais comme une retraite tactique. Elle avait besoin de temps pour évaluer ses options. Lambert hocha la tête et retourna au cockpit. Claire lança un regard triomphant à Amélie avant de donner des instructions aux autres hôtesses pour préparer le décollage. Personne n'offrit de serviette à Amélie pour essuyer le café, ni d'aide pour les brûlures qui piquaient sa peau. Alors que l'équipage s'éloignait, Amélie resta assise dans son uniforme trempé, le liquide désormais froid contre sa peau brûlée, calculant son prochain mouvement. La cérémonie était dans moins de 18 heures. Si elle insistait maintenant, elle risquait d'être expulsée du vol et de ne pas arriver à Paris à temps. Si elle se taisait, elle acceptait une humiliation qui heurtait au cœur de son identité, non seulement comme militaire, mais comme femme noire. Alors que l'équipage poursuivait sa routine avant le décollage, Claire se déplaçant avec une normalité étudiée, évitant soigneusement la rangée d'Amélie, une voix douce brisa le silence. « Vous allez bien, ma chère ?» demanda Madame Lefebvre, son visage marqué par l'âge empreint de sollicitude. Son mari se pencha en avant. « Ce n'était pas un accident, » dit-il à voix basse. « Nous avons entendu ce qu'elle a dit. » Amélie hocha la tête, reconnaissante. « Merci. »
Que comptez-vous faire? Demanda madame Lefebvre. La question resta en suspens alors que l'avion commençait à reculer de la porte d'embarquement. La fenêtre de décision se refermait rapidement. Amélie pensa à sa mère, qui avait marché pour les droits civiques dans les années 1960, à Aïssa, la jeune militaire qui avait osé intervenir, et à tous les militaires noirs qui montraient dans un avion en uniforme après elle. Que dirait son silence? Que dirait son inaction face à une telle injustice? Ses mains, jusque-là immobiles, se dirigèrent vers son téléphone. Les hôtesses n'avaient pas encore annoncé l'extinction des appareils électroniques. Au lieu d'appeler le service client d'Air France, comme Claire s'y attendait peut-être, Amélie composa un numéro que peu de civils connaissaient, la ligne directe du ministère de la Défense pour les officiers supérieurs en situation d'urgence. Capitaine Amélie Dubois, matricule 912-7463, déclara-t-elle calmement lorsque la ligne se connecta. J'ai besoin de parler au général Dupont immédiatement. Julien, toujours en train de filmer, haussa un sourcil, intrigué par ce développement inattendu. Ce n'était pas une plainte banale à la compagnie aérienne, c'était autre chose, bien plus grave. Après une brève vérification de son identité, Amélie fut mise en relation avec le général Marc Dupont, son mentor depuis 7 ans. « Amélie, vous n'êtes pas en route pour Paris ?» demanda-t-il, sa voix profonde résonnant d'autorité. « Oui, mon général, vol AF 6532 de Lyon. Il y a eu un incident. » En quelques phrases précises, elle relata l'agression au café, le commentaire raciste et la menace de débarquement par le commandant. « Vous êtes en uniforme ?» demanda Dupont, bien qu'il connût la réponse. « Uniforme de cérémonie, mon général, pour la cérémonie de demain. Et vous êtes certaine que l'action était intentionnelle? » « Sans aucun doute, mon général. » Un silence suivit, chargé de gravité. « Restez en place, capitaine. Je m'en occupe directement. » Amélie raccrocha, son cœur battant plus vite malgré son calme apparent. Alors que Claire s'approchait à nouveau, un sourire forcé aux lèvres, elle annonça. « Tous les appareils électroniques doivent être éteints maintenant. » « Bien sûr, » répondit Amélie, éteignant son téléphone sans rompre le contact visuel. Le sourire de Claire vacilla face à cette assurance tranquille. Alors que l'avion s'engageait sur la piste, des murmures parcoururent la cabine de première classe. Julien avait déjà envoyé sa vidéo sur un cloud et partagé le lien avec des collègues, accompagné du message « Regardez, ça va devenir viral, c'est en train de se passer sur mon vol. » Un homme d'affaires, 2 rangées devant, se tourna vers Amélie. « Vous retardez tout le monde avec vos plaintes, » lança-t-il avec mépris. « Certains d'entre nous ont des rendez-vous importants. » Monsieur Lefebvre rétorqua avec une vigueur surprenante. « Occupez-vous de vos affaires. Vous n'étiez pas si pressé quand on vous servait un 2e whisky. » L'avion s'immobilisa soudainement, loin de la piste. Le commandant Lambert annonça un léger retard dû au contrôle aérien. Mais Amélie, habituée aux situations tactiques, reconnut les signes d'un imprévu. Claire, de plus en plus agitée, consulta sa montre à plusieurs reprises, échangeant des chuchotements avec ses collègues. 20 minutes plus tard, l'avion fit demi-tour vers le terminal. « Mesdames et messieurs, » annonça Lambert, une colère mal contenue dans la voix, « nous devons retourner à la porte pour une inspection de sécurité, une simple formalité. » Claire lança un regard venimeux à Amélie qui resta impassible, bien que son pouls s'accélérât. Elle n'avait pas anticipé une intervention aussi rapide du général Dupont. Lorsque l'avion s'arrêta, la porte de la cabine s'ouvrit, et 3 officiers de la gendarmerie militaire, en uniforme complet, montèrent à bord, suivis de 2 hommes en costume portant des insignes du ministère de la Défense. La cabine éclata en murmures confus. Claire blêmit, figée près du galet. Le chef des gendarmes, le major Leclerc, s'approcha directement d'Amélie. « Capitaine Dubois, même, » dit-il avec respect, se mettant au garde-à-vous. « Le général Dupont vous transmet ses salutations. Êtes-vous blessé? » Amélie, fidèle au protocole militaire, répondit. « Brûlure mineure, major. Rien qui nécessite une attention médicale immédiate. » Leclerc hocha la tête, notant l'état de son uniforme. « Compris, même. » L'un des officiels du ministère, se présentant comme l'agent spécial Rousseau, ajouta « Capitaine, nous aurons besoin de votre déposition, mais d'abord nous devons gérer la situation du vol. »
Pendant ce temps, Claire, retrouvant un semblant de contenance, protesta. « C'est scandaleux. Nous avons un avion plein de passagers avec des horaires à respecter. » Le second gendarme, l'adjudant Garnier, répondit calmement. « Madame, sous l'autorité du ministère de la Défense et de la Sécurité intérieure, nous avons le droit d'intervenir. Veuillez nous suivre sur la passerelle pour un interrogatoire. » Qu'est-ce que pas moi. Le commandant Lambert, émergeant à nouveau du cockpit, rouge de colère, exigea « Qui a autorisé cette intrusion ?» Rousseau lui répondit avec un calme glacial. « Cela vient de bien au-dessus de nos grades, commandant. Le ministre de la Défense s'intéresse personnellement à cette affaire. » Diam débia au sein. Dia. À travers le hublot, Amélie aperçut des camionnettes de presse s'alignant près du terminal. Des agents de sécurité de l'aéroport établissaient un périmètre. Son téléphone, rallumé après le retour à la porte, vibrait sans cesse avec des notifications. Julien se pencha vers elle. « Votre vidéo est devenue virale. 1 million de vues déjà. » Amélie sentit son estomac se nouer. Elle voulait la justice, pas un cirque médiatique, mais les événements avaient pris une ampleur qu'elle n'avait pas anticipée. Alors que Claire était escortée hors de l'avion, continuant de protester, et que Lambert argumentait avec Rousseau, la cabine s'anima. Aïssa, la jeune militaire, s'approcha d'Amélie. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit-elle à voix basse. « Merci d'avoir parlé pour nous tous. » Le haut-parleur grésilla à nouveau. « Mesdames et messieurs, en raison d'une enquête en cours, le vol AF6 532 est immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Tous les passagers devront débarquer et être réacheminés. » Des grognements de frustration s'élevèrent, mais Madame Lefebvre se leva, sa voix claire malgré son âge. « Cette officière mérite votre respect, pas vos plaintes. Ce qu'elle a enduré est une honte pour nous tous. » Plusieurs passagers hochèrent de la tête, et l'opinion dans la cabine commença à basculer. Ce qui avait commencé comme une humiliation personnelle était en train de devenir une cause partagée, un cri pour la justice qui résonnerait bien au-delà de cet avion. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry s'était métamorphosé en un théâtre chaotique, où les flashs des caméras et les micros brandis par les journalistes formaient une barrière presque palpable. Amélie Dubois, encore sous le choc de l'intervention militaire qui avait immobilisé le vol Air France bis 732, traversa la jetée sous l'escorte discrète du major Leclerc et de l'agent spécial Rousseau. Son uniforme, souillé de café, collait à sa peau, chaque brûlure rappelant l'humiliation subie à bord. Mais son port restait droit, son regard inébranlable, comme si elle avançait sur un champ de bataille invisible. À peine avait-elle posé le pied dans le terminal que les questions fusèrent. « Capitaine Dubois, comment réagissez-vous au communiqué d'Air France qualifiant l'incident de simple malentendu? Est-il vrai que le ministre de la Défense est intervenu personnellement? Que dites-vous à ceux qui pensent que vous avez surréagi à un mauvais service? » Amélie, formée à garder son sang-froid sous pression, ignora les cris, mais son cœur battait à tout rompre. Ce n'était plus seulement une question de dignité personnelle, elle était devenue, malgré elle, le visage d'une lutte plus vaste contre l'injustice. Dans la foule, elle aperçut une pancarte brandie par un inconnu. « Respect pour nos héros, respect pour Amélie ». Ce soutien spontané, mêlé à la frénésie médiatique, la laissa à la fois émue et désorientée. Elle n'avait voulu qu'un café, elle se retrouvait au centre d'une tempête nationale. Guidée vers un salon exécutif de l'aéroport, loin du tumulte, Amélie fut accueillie par une équipe médicale militaire dépêchée par le général Dupont. Un médecin, le capitaine Dr Sophie Garnier, une femme d'une quarantaine d'années, aux manières franches, mais empreintes de compassion, examina ses brûlures. « Ce sont des brûlures superficielles, capitaine, » dit-elle en appliquant une pommade apaisante. « Mais je m'inquiète davantage pour votre tension artérielle. Vous êtes sous un stress immense. Je recommande de reporter la cérémonie à l'Élysée jusqu'à ce que vous soyez reposé. » Amélie secoua la tête avec fermeté. « Pas une option, docteur. Trop de gens ont sacrifié pour que j'arrive à ce moment. » Sophie hocha la tête, comprenant la détermination d'Amélie, mais insista pour qu'elle prenne un moment de repos avant son transport vers Paris. Dans le salon, Amélie reçut un appel de sa mère, Claire Dubois, dont la voix tremblait d'un mélange de fierté et d'inquiétude. « Ma chérie,
Es-tu en sécurité? Demanda-t-elle. Je vais bien, maman, répondit Amélie, sa voix plus assurée qu'elle ne l'était vraiment. Mais ce qui s'est passé, c'est plus grand que moi maintenant. Tu as fait ce qu'il fallait, dit Claire. Ta dignité n'est pas négociable, et tu l'as défendue pour nous tous. Prépare-toi, Amélie. Le monde te regarde désormais. Alors que le médecin terminait ses soins, l'agent Rousseau revint avec des nouvelles. Maman au capitaine, le ministère a organisé un transport militaire pour vous emmener à Paris. Un Falcon 7X vous attend sur le tarmac. Vous serez à l'Élysée à temps pour la cérémonie. Il ajouta avec un sourire rare. Mais soyez prête, la presse est en ébullition. Votre histoire est partout. Amélie consulta son téléphone, désormais saturé de notifications. La vidéo de Julien Moreau, le jeune journaliste qui avait filmé l'incident, avait atteint 5 millions de vues en quelques heures. Les hashtags #Justice pour Amélie et Respecte nos troupes dominaient les réseaux sociaux. Des vétérans partagèrent des vidéos d'eux-mêmes déchirant leur carte de fidélité Air France, tandis que des associations de défense des droits humains appelaient à des manifestations devant le siège de la compagnie à Roissy. À Paris, un groupe de retraités militaires, mené par un ancien colonel nommé Henri Valois, avait organisé un rassemblement impromptu devant les bureaux d'Air France, brandissant des pancartes proclamant « Honneur à nos officiers, honte à Air France ». Ce soutien massif, bien qu'émouvant, pesait lourd sur Amélie. Elle n'avait jamais cherché à devenir un symbole, seulement à exiger le respect qu'elle méritait. Dans le salon, Julien Moreau fut escorté pour rejoindre Amélie, en tant que témoin clé. Âgé de 29 ans, avec des lunettes à monture fine et une énergie nerveuse, Julien semblait encore abasourdi par l'impact de son action. « Je n'ai jamais imaginé que ça prendrait une telle ampleur », dit-il s'asseyant en face d'elle. « J'ai juste su qu'il fallait documenter ce qui se passait. » Amélie le remercia sincèrement. « Sans votre vidéo, ce serait ma parole contre la leur. Vous avez changé la donne. » Julien rougit légèrement, puis ajouta « Mais c'est votre appel au ministère qui a tout fait basculer. Comment saviez-vous qu'il réagirait aussi vite? » Amélie esquissa un sourire. L'armée prend soin des siens. Quand un officier en uniforme est attaqué en route pour une cérémonie présidentielle, il ne laisse pas passer. Ce qu'elle ne dit pas, c'était la profondeur de sa foi en l'institution militaire, malgré ses imperfections, et en son mentor, le général Dupont, qui l'avait soutenu depuis ses débuts à Saint-Cyr. Pendant ce temps, à Roissy, le PDG d'Air France, Jean-Marc Lefort, vivait la pire journée de sa carrière. Ce qui avait commencé comme un incident isolé menaçait de devenir une crise existentielle pour la compagnie. Les actions d'Air France avaient chuté de 8% en quelques heures, et des clients corporatifs, dont une grande banque parisienne, menaçaient de rompre leur contrat de voyage. Lefort, un homme élégant d'une 60aine d'années, connu pour son charisme en temps de crise, monta à bord d'un jet privé pour Lyon, déterminé à limiter les dégâts. Son équipe de communication avait rédigé un communiqué standard, qualifiant l'incident de « regrettable malentendu » et promettant une enquête interne. Mais Lefort savait que cela ne suffirait pas. L'élément racial de l'incident, combiné à l'implication d'une officière décorée, rendait la situation explosive. « Trouvez-moi un rendez-vous avec le capitaine Dubois », ordonna-t-il à son assistant alors que l'avion décollait. « Je dois lui parler en personne. » À Lyon, Amélie reçut la visite d'une nouvelle alliée, Sophie Garnier, une avocate spécialisée en droits humains, envoyée par une ONG basée à Paris. Sophie, une femme d'une 30aine d'années à l'allure déterminée, avait suivi l'affaire sur les réseaux sociaux et offert ses services pro bono. « Capitaine, vous êtes au cœur d'un moment historique, » dit-elle en s'asseyant à ses côtés. « Ce n'est pas seulement votre dignité qui est en jeu, c'est celle de tous ceux qui subissent ce genre de traitement. Je suis là pour m'assurer que votre voix soit entendue et que justice soit rendue. » Amélie, encore réticente à embrasser un rôle public, apprécia la clarté de Sophie. « Je ne veux pas de vengeance, dit-elle. Je veux que cela ne se reproduise plus, pour personne.
Et... Sophie hocha la tête. Alors nous construirons un précédent. Mais soyez prêtes. Air France va essayer de minimiser l'incident et la presse va scruter chaque détail de votre vie. Alors qu'Amélie se préparait pour son vol militaire vers Paris, une nouvelle secousse frappa l'affaire. Une journaliste d'investigation, Camille Dubois, sans lien avec Amélie, connue pour ses enquêtes sur les discriminations institutionnelles, reçut un tuyau anonyme sur les réseaux sociaux de Claire Martin. En quelques heures, Camille découvrit un compte Facebook privé où Claire avait partagé des publications dénigrant les minorités, notamment des commentaires sur « les gens qui ne savent pas rester à leur place en première classe ». Pire encore, Claire participait à des groupes privés où des mèmes racistes étaient une monnaie courante. Camille publia un article cinglant dans Le Monde, intitulé « Air France, une hôtesse raciste protégée par l'inaction ?» L'article incluait des captures d'écran accablantes, augmentant la pression sur la compagnie. À bord de l'avion, avant l'extinction des appareils, plusieurs passagers avaient de partager ces révélations, transformant la cabine en un tribunal improvisé. Aïssa, la jeune militaire, avait tweeté « Ce n'est pas un incident isolé. J'ai vu des hôtesses comme elle toute ma vie. Justice pour Amélie. » À Paris, Amélie atterrit sur une base militaire discrète, où elle fut accueillie par le capitaine Lucas Nguyen, un collègue de Saint-Cyr d'origine vietnamienne. Lucas, un officier d'artillerie au regard perçant, avait lui-même connu des discriminations dans sa carrière. « Amélie, tu as secoué la République », dit-il avec un sourire. « Mais fais attention, les héros sont aussi des cibles. » Il raconta une anecdote personnelle. Lors d'un vol civil, une hôtesse avait supposé qu'il était steward plutôt qu'officier, même en uniforme. « J'ai laissé passer, admit-il. Toi, tu as fait mieux. Tu as parlé pour nous tous. » Ce soutien venant d'un frère d'armes renforça la détermination d'Amélie. Mais Lucas ajouta « Le ministère te soutient, mais ils veulent aussi contrôler le récit. Sois prudente avec ce que tu dis à la presse. » Dans les bureaux d'Air France, Jean-Marc Lefort reçut un appel du ministre de la Défense qui exprima sa profonde déception face au traitement d'une officière en route pour l'Élysée. Le ministre laissa entendre que des contrats de transport militaire avec Air France pourraient être réexaminés si la compagnie ne prenait pas de mesures immédiates. Lefort, sous pression, convoqua une réunion de crise avec son équipe. La directrice de la diversité, Amina Boussaïd, une femme d'origine algérienne marginalisée depuis des années, prit la parole avec une autorité nouvelle. « J'ai alerté sur ces problèmes depuis mon arrivée. Peut-être maintenant écouterez-vous mes recommandations. » Lefort, conscient que sa carrière était en jeu, acquiesça. « Votre budget est doublé. Je veux une refonte complète de nos formations et de nos procédures de plainte. » Pendant ce temps, Amélie, installée dans un hôtel sécurisé près de l'Élysée, préparait son uniforme de rechange fourni par le ministère. Elle répéta son discours pour la cérémonie, mais son esprit revenait sans cesse à l'incident. Devait-elle continuer à pousser pour la justice, au risque de détourner l'attention de ses accomplissements militaires, ou devait-elle se concentrer sur la Légion d'honneur, laissant l'affaire aux mains des autorités? Un appel du général Dupont clarifia son dilemme. « Capitaine, vous avez déclenché un mouvement, » dit-il. « Le président souhaite aborder l'incident lors de la cérémonie. Vous serez invité à témoigner devant une commission parlementaire la semaine prochaine. » Amélie sentit le poids de cette responsabilité. « Mon général, je n'ai jamais voulu être une porte-parole, » répondit-elle. « Parfois, capitaine, ce sont les circonstances qui choisissent pour nous, » répliqua Dupont. « Vous représentez l'honneur de l'armée. Nous vous soutiendrons à chaque étape. » À l'aéroport de Lyon, Claire Martin, interrogée par des responsables d'Air France et des gendarmes, maintenait sa version. L'incident était un accident et Amélie avait surréagi. Mais les caméras de sécurité de l'avion, visionnées par les enquêteurs, montraient clairement que le renversement du café était intentionnel. La vidéo de Julien, avec le murmure raciste de Claire, scellait son sort.
Les dossiers internes d'Air France révélèrent un détail accablant. 6 plaintes antérieures pour comportement discriminatoire contre Claire, toutes étouffées par un manager, Philippe Moreau, sans lien avec Julien. Ces révélations, divulguées à la presse, transformèrent l'incident en un scandale institutionnel. Air France annonça la suspension immédiate de Claire et une enquête interne élargie. Alors qu'Amélie montait à bord du Falcon 7X pour Paris, escortée par Lucas, son téléphone vibra avec une alerte. Le Monde avait publié l'enquête de Camille, et le hashtag Boycott Air France grimpait en flèche. À Lyon, Monsieur et Madame Lefebvre, interviewés par une chaîne locale, racontèrent ce qu'ils avaient vu. Cette jeune femme portait l'uniforme de notre pays avec fierté, dit Madame Lefebvre, émue. Ce qu'ils lui ont fait est une honte nationale. Julien, désormais sollicité par des médias internationaux, tweetait « La vérité ne peut pas être cachée quand des témoins refusent de se taire. Chaque justice pour Amélie. » À son arrivée à Paris, Amélie fut briefée par un officier des affaires publiques du ministère. « Capitaine, votre histoire touche à des questions sensibles. Le respect de l'uniforme, la discrimination raciale, la responsabilité des entreprises. Le président souhaite que la cérémonie soit un moment d'unité. Mais il abordera l'incident. » Amélie hocha la tête, consciente que son rôle avait évolué. Elle n'était plus seulement une officière décorée, elle était un catalyseur de changement. Alors qu'elle se préparait pour la nuit, une dernière notification attira son attention. Jean-Marc Lefort demandait à la rencontrer avant la cérémonie. Sophie Garnier, son avocate, l'avertit. « C'est une tentative de limiter les dégâts. Ne le rencontrez que si vous êtes prête à négocier des réformes concrètes. » Amélie éteignit son téléphone, son esprit tourbillonnant. La cérémonie à l'Élysée, censée être le couronnement de sa carrière, était désormais éclipsée par une lutte plus grande. Elle pensa à Aïssa, à Luca, à sa mère et à tous ceux qui voyaient en elle un espoir de justice. Demain, elle marcherait dans la cour de l'Élysée, non pas comme une victime, mais comme une femme qui avait transformé une tasse de café amer en un cri pour la dignité. La tempête médiatique faisait rage, mais Amélie, fidèle à son entraînement, se préparait à naviguer en son cœur avec courage et détermination. Dans la lumière tamisée de la salle des audiences du Palais du Luxembourg, le capitaine Amélie Dubois se tenait droite, son uniforme taché de café porté comme une armure. La tache sombre, toujours visible sur sa veste, contrastait avec l'éclat de la Légion d'honneur épinglée à sa poitrine, remise la veille par le président de la République dans la cour de l'Élysée. Ce jour-là, face à la commission des lois du Sénat français, Amélie n'était pas seulement une officière décorée, mais une voix pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par l'injustice. Les sénateurs, les caméras et un public attentif attendaient de son témoignage. L'incident sur le vol Air France AFC 532, où une hôtesse, Claire Martin, avait délibérément renversé du café brûlant sur elle tout en murmurant une insulte raciste, avait secoué la nation. Ce qui avait commencé comme une humiliation personnelle s'était transformé en un débat national sur le respect, la dignité et la responsabilité des institutions. « Capitaine Dubois, » commença le président de la commission, le sénateur Jacques Moreau, « veuillez nous relater ce qui s'est passé à bord de ce vol. » Amélie, fidèle à sa discipline militaire, prit une profonde inspiration et commença, sa voix claire et mesurée résonnant dans la salle silencieuse, tandis que l'image de son uniforme souillé, projetée sur un écran, parlait plus fort que n'importe quel discours. Amélie raconta l'incident avec une précision chirurgicale. L'accueil glacial en première classe, le café renversé intentionnellement, le murmure raciste de Claire Martin, « Votre genre appartient en classe éco », et la menace du commandant Pierre Lambert de la faire descendre de l'avion. Elle décrivit son appel au général Dupont, l'intervention rapide de la gendarmerie militaire et la vidéo virale de Julien Moreau, le journaliste qui avait capturé l'incident. « Ce jour-là, dit-elle, je portais l'uniforme de la France, un symbole de service et de sacrifice. Mais pour certains, ma couleur de peau semblait annuler ce symbole. » Elle marqua une pause, son regard balayant la salle. « Ce que j'ai vécu n'est pas unique. C'est le quotidien de trop de Français,
en uniforme ou non, qui doivent prouver leur droit à la dignité. Son témoignage, simple mais puissant, fit taire la salle. Les sénateurs, habitués aux débats politiques, semblaient captivés par la force tranquille d'Amélie. À ses côtés, son uniforme taché, exposé comme une pièce à conviction, rappelait à tous que l'incident n'était pas une abstraction, mais une réalité vécue. Claire Martin, appelée à témoigner, contrastait fortement avec la composure d'Amélie. Assise à quelques mètres, flanquée de son avocat, elle oscillait entre défiance et nervosité. Les caméras de la salle zoomaient sur son visage, captant chaque tic, chaque regard fuyant. « Madame Martin », demanda la sénatrice Élodie Fournier, une ancienne militaire blessée en mission. « Niez-vous avoir fait le commentaire capturé dans la vidéo ?» Claire, après un silence tendu, répondit d'une voix tremblante. « Dans le feu de l'action, je ne me souviens pas précisément de mes paroles. C'était un accident, et j'ai été mal interprétée. » Un murmure parcourut la salle. Fournier, inflexible, poursuivit. « La vidéo montre clairement votre phrase. Votre genre appartient en classe éco. Que vouliez-vous dire par votre genre ?» Claire se tortilla sur son siège. « Je parlais des militaires, pas d'autre chose. » Cette réponse, visiblement mensongère, provoqua des chuchotements indignés. Fournier, dont les propres blessures de guerre lui avaient valu un respect national, fixa Claire d'un regard perçant. « Madame Martin, je suis aussi militaire. Me considéreriez-vous comme votre genre ?» Claire, acculée, bafouilla. « Ce n'est pas juste. Une erreur après 23 ans de service, et ma vie est ruinée. » L'audition prit une tournure encore plus accablante lorsque la sénatrice Amina Diallo, d'origine sénégalaise, présenta les preuves publiées par Le Monde. L'enquête de la journaliste Camille Dubois avait révélé des publications racistes sur les réseaux sociaux de Claire, y compris des mèmes moquant les passagers noirs en première classe. « Madame Martin ?» demanda Diallo. « Niez-vous votre participation à ces groupes en ligne partageant du contenu raciste ?» Claire, visiblement préparée par son avocat, répondit. « Ces groupes étaient privés. Mes opinions personnelles n'ont rien à voir avec mon travail. » Diallo, impassible, rétorqua. « Vos publications suggèrent que les passagers noirs n'ont pas leur place en première classe. Comment cela ne se reflète-t-il pas dans votre comportement envers le capitaine Dubois ?» Claire, incapable de répondre de manière convaincante, s'effondra dans un silence défensif, son avocat demandant une pause. Le témoignage de Julien Moreau suivit, accompagné de sa vidéo, projetée sur les écrans de la salle. Le murmure raciste de Claire, amplifié par les haut-parleurs, fit frissonner l'audience. « J'ai filmé parce que j'ai vu une injustice », expliqua Julien, sa voix ferme malgré sa nervosité. « Je ne connaissais pas le capitaine Dubois, ni son grade, ni ses exploits. J'ai simplement vu une femme être humiliée à cause de sa couleur de peau, et je ne pouvais pas rester silencieux. » Son témoignage, simple et sincère, toucha le public, et plusieurs sénateurs hochèrent la tête en signe d'approbation. Puis vint le tour de Philippe Moreau, l'ancien manager d'Air France qui avait enterré 6 plaintes contre Claire pour comportement discriminatoire. Sous la pression des questions, Philippe admit avoir minimisé ses plaintes pour « protéger la compagnie ». Protéger la compagnie ou protéger des comportements racistes? Demanda le sénateur Paul Laurent, sa voix tranchante. Philippe, mal à l'aise, répondit « C'était une pratique courante pour éviter des conflits internes. » Cette admission fit sensation, révélant un problème systémique au sein d'Air France. Jean-Marc Lefort, PDG d'Air France, fut le dernier à témoigner. Contrairement à Claire, il apparut sincèrement contrit. « Ce qui est arrivé au capitaine Dubois est une défaillance à tous les niveaux de notre organisation, » déclara-t-il, abandonnant le ton policé des communiqués corporatifs. De l'indifférence managériale aux politiques qui privilégiaient l'évitement de conflits à la justice. Nous avons déjà suspendu Madame Martin et Monsieur Moreau et nous lançons une initiative de responsabilité globale. Formation obligatoire contre les préjugés, un comité indépendant pour les plaintes et des rapports publics trimestriels sur les incidents discriminatoires. Lefort conclut en s'adressant directement à Amélie. « Capitaine, je vous présente mes excuses personnelles. Vos idées seront essentielles pour réformer nos pratiques. »
Le président Moreau demanda à Amélie de conclure. Elle se leva, son uniforme taché attirant tous les regards. « Mesdames et messieurs les sénateurs, commença-t-elle, je crois en un pays où chacun est jugé pour ses actes et ses mérites, non pour sa couleur de peau. Ce qui s'est passé sur ce vol montre à quel point nous sommes encore loin de cet idéal. Mais la réponse, celle de Julien, des Lefebvre, de l'armée et de cette commission, me donne espoir. La dignité ne doit pas être négociable pour aucun Français. » La salle éclata en applaudissements, un rare moment d'unité dans un cadre politique. Alors qu'Amélie quittait la table des témoins, elle croisa brièvement le regard de Claire. Pour la première fois, elle y vit une lueur de doute, peut-être le début d'une prise de conscience, bien que loin d'un remords sincère. À l'extérieur, la foule des journalistes l'attendait, mais un moment plus personnel l'interrompit. Une fillette noire, Inès, âgée d'environ 8 ans, accompagnée de sa mère, s'approcha timidement. « Vous êtes le capitaine Dubois ?» demanda-t-elle, tenant un dessin d'une femme en uniforme entourée d'étoiles. « Je veux être comme vous plus tard. » Amélie s'agenouilla, malgré la douleur persistante de ses brûlures. « Tu peux être tout ce que tu veux, Inès, » dit-elle doucement. « Mais souviens-toi toujours, ta dignité est un droit, pas un privilège. » La fillette sourit, et sa mère, émue, murmura un « merci » avant de s'éloigner. Ce moment, plus que les applaudissements du Sénat, ancrera Amélie dans sa mission. Quelques jours plus tard, à l'Élysée, Amélie fut conviée à une cérémonie inattendue, la signature de la loi pour l'égalité dans les transports publics, inspirée par son histoire et surnommée les normes du bois. Le président, dans un discours poignant, déclara « L'histoire du capitaine Dubois nous rappelle que la dignité est un droit inaliénable. Cette loi garantit que chaque Français, qu'il porte un uniforme ou non, soit traité avec respect. » La salle, remplie de parlementaires, de militants des droits humains et de représentants de l'industrie, éclata en applaudissements. Claire Dubois, la mère d'Amélie, assise au premier rang dans une robe bleu roi, rayonnait de fierté. Julien Moreau, désormais récompensé par un prix journalistique, était là avec sa compagne. Monsieur et Madame Lefebvre, dont l'Association des passagers pour l'équité comptait désormais 200 000 membres, discutaient avec la ministre des Transports. Même Jean-Marc Lefort, dont les réformes chez Air France étaient devenues un modèle, assistait à l'événement. Mais un absent notable marqua l'occasion. Claire Martin. Après son témoignage désastreux, elle s'était retirée de la vie publique, installée dans une petite ville du Sud. Des rumeurs suggéraient qu'elle travaillait désormais dans un rôle administratif, loin des interactions avec le public. Cependant, une semaine après l'audition, Amélie reçut une lettre inattendue, transmise par le ministère pour des raisons de sécurité. Écrite par Claire, elle n'était pas l'aveu complet que beaucoup auraient espéré, mais un pas hésitant. « Capitaine Dubois, » commençait-elle, « j'ai été en colère contre vous pendant des mois, convaincue d'avoir été injustement punie. Avec l'aide d'un thérapeute, je commence à voir que mes actions vous ont causé du tort. Ce n'est pas une demande de pardon, mais une reconnaissance que vous méritiez mieux. » Amélie répondit avec une grâce mesurée. « Madame Martin, reconnaître ses erreurs est un début difficile mais nécessaire. Je vous souhaite de poursuivre ce chemin, pour vous et pour ceux que vous croiserez. » Cette correspondance, bien que privée, reflétait une vérité plus large. Le changement exigeait à la fois des réformes institutionnelles et des évolutions personnelles. Air France, sous la pression publique et légale, avait mis en œuvre les « normes du bois », incluant des formations renforcées, un comité indépendant et une transparence accrue. D'autres compagnies aériennes, craignant un scandale similaire, suivirent de l'exemple. La loi pour l'égalité dans les transports publics imposait désormais des rapports annuels sur les plaintes discriminatoires et des sanctions pour non-conformité. Mais pour Amélie, les lettres qu'elle recevait d'autres militaires de couleur étaient les plus significatives. « Avant vous, j'acceptais les affronts comme le prix à payer pour porter l'uniforme en étant noir », écrivait un jeune lieutenant. « Vous m'avez montré que ma dignité compte autant que mon service. » Un matin, alors qu'elle se préparait pour une réunion au ministère de la Défense, Amélie reçut un appel du général Dupont. « Capitaine, le ministre souhaite vous proposer un nouveau rôle. Directrice du Bureau de l'inclusion et de l'égalité.
avec une promotion au grade de commandant. Amélie, surprise, répondit « Mon général, je ne m'attendais pas à cela. » « Ce n'est pas à cause de l'incident, » précisa Dupont. « C'est pour la manière dont vous avez transformé cette épreuve en une force pour l'armée et pour la France. » Et là, si vous... Amélie accepta, consciente que ce rôle ferait d'elle une des plus jeunes officières supérieures à façonner les politiques d'égalité. Plus tard, dans sa chambre d'hôtel, Amélie alluma la télévision. Une chaîne diffusait une interview de Claire Martin, sa première depuis l'audition. Contrairement à ses apparitions défensives, elle semblait changer, bien que toujours mal à l'aise. « J'ai passé des mois à blâmer le capitaine Dubois, » admit-elle, « mais j'ai réalisé que mes actions reflétaient des préjugés que je refusais de voir. Ce que j'ai fait était mal, et je travaille pour comprendre pourquoi. » L'intervieweur demanda si elle avait un message pour Amélie. « Je ne mérite pas son pardon, » répondit Claire, « mais je veux qu'elle sache que son courage m'a forcé à regarder mes propres erreurs. » Amélie éteignit l'écran, ses émotions partagées. Cette reconnaissance, bien qu'imparfaite, était une victoire discrète, un signe que son combat avait touché même ceux qui l'avaient blessée. Alors qu'elle quittait l'hôtel pour le ministère, une adolescente noire, Aïssa Koné, la militaire qui avait pris sa défense à bord, l'attendit à l'entrée. « Capitaine, je voulais juste dire merci, » dit-elle, ses yeux brillants. « Vous avez montré qu'on peut être fier, noir et en uniforme. » Amélie sourit, émue. « Aïssa, continue à porter cet uniforme avec honneur et n'oublie jamais, ta dignité est non négociable. » Alors qu'elle montait dans la voiture, Amélie réfléchit à l'incroyable chaîne d'événements. Un café renversé, une insulte raciste, un combat pour la justice et une loi qui changeait la France. Son uniforme taché, désormais exposé au musée de l'histoire de l'immigration, symbolisait une vérité durable. La dignité, défendue avec courage, pouvait transformer non seulement une vie, mais une nation entière. L'histoire du capitaine Amélie Dubois, marquée par un incident humiliant à bord d'un vol Air France, résonne comme un puissant rappel des valeurs fondamentales de la société française: l'égalité, la dignité et la justice. Dans une culture qui célèbre la devise « liberté, égalité, fraternité », l'expérience d'Amélie révèle à la fois les lacunes persistantes dans la réalisation de ses idéaux et la force transformative d'un individu qui refuse de se taire face à l'injustice. Son courage, ancré dans une discipline militaire et une foi inébranlable en sa propre valeur, montre que la dignité n'est pas un privilège à négocier, mais un droit inaliénable. Ce qui rend cette histoire particulièrement poignante, c'est la manière dont un acte de discrimination, un café renversé, une insulte raciste, s'est transformé en un mouvement national pour la responsabilité et l'égalité, grâce à la vidéo de Julien, au soutien des Lefebvre et à l'intervention rapide de l'armée. Cette dynamique reflète une vérité universelle. Le changement commence souvent par un seul acte de résistance, amplifié par la solidarité collective. Pour les Français, cette histoire touche une corde sensible, car elle interroge la manière dont la société traite ceux qui servent la nation, en particulier les minorités visibles. Amélie incarne l'excellence, un idéal cher à la culture française, mais son expérience montre que l'excellence seule ne suffit pas toujours à protéger contre les préjugés. La leçon à tirer est claire. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la défense de la dignité d'autrui. Comme Julien, nous pouvons documenter l'injustice. Comme les Lefebvre, nous pouvons élever la voix. Comme Aïssa, nous pouvons soutenir ceux qui sont ciblés. Appliquée à la vie quotidienne, cette leçon nous invite à être vigilants, à reconnaître les micro-agressions et à agir, que ce soit par un mot, un geste ou un enregistrement. La dignité, comme l'a enseigné la mère d'Amélie, n'est pas négociable et il nous appartient de la défendre, dans les petites interactions comme dans les grands combats. Si l'histoire d'Amélie vous a inspiré, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime » pour faire entendre sa voix. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de ce message et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de courage et de justice. Laissez un commentaire. Que feriez-vous face à une injustice comme celle-ci? Votre voix compte pour bâtir une France où la dignité est véritablement inaliénable.